Et du coup, finissons par le gros morceau. Je pense que tu es prêt, je pense que tu as aiguisé tes arguments. On passe à Chris Paul, évidemment. 10 saisons sur la décennie, 10 saisons pleines, presque, on peut dire. 18 points, 9 assists de moyenne sur la décennie, plus quasiment 34 minutes par match sur l'ensemble de la décennie. 22 600 minutes, c'est le 11e meilleur total de cette décennie, alors que c'est quelqu'un qu'on connaît qui est plutôt injury prone, prone aux blessures, toujours en français. Mais donc, il est quand même 11e en termes de minutes totales. 675 matchs, c'est pas mal également. 7 fois All-Star, 6 fois All-NBA, donc 3 fois dans la première équipe, 12, 13, 14, 2 fois dans la deuxième équipe, 15 et 16, et une fois dans la troisième équipe, ça c'était en 2011, au tout début. Aussi 7 fois All-Defensive Team, dont 6 fois en première, donc c'est plutôt pas mal niveau palmarès individuel. 4 bagues de champion. Ah, pardon, non, excuse-moi, je taquine. Tu te taquines, mais il y a plein de trucs de trophées qui appartiennent à la décennie précédente aussi. Ah non, ça c'est que la décennie actuelle. Non, mais je veux dire, tu n'as pas évoqué les trophées précédents. Oui, tout à fait. Non, ça c'est que cette décennie, donc il y en a même avant. Oui, c'est pour dire qu'il est encore plus fort que ce que tu dis là, quoi. Enfin, il est encore plus titré plus trophérisé que ce que tu dis là, quoi. Bah d'ailleurs, je crois qu'il a des All-NBA dans les 2000, dans les 2010 et dans les 2020, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il a même fait 5e MVP en 2021. Bon, bref. NBDraft.net, pour le coup, ils avaient une comparaison, eux. À l'époque, 2005, c'était Isaiah Thomas. Bon, écoute. C'était osé, mais finalement, ça passe. Non, mais je trouve que c'est plutôt pas trop mal, hein. C'est même mieux que, étonnamment mieux que Draft Express, qui avait dit meilleur scénario possible, Kevin Johnson. Ouais. Et alors ça va te faire rire. Le pire scénario possible pour Draft Express, à propos de Chris Paul, c'était Tony Parker. Ouais, après, je sais que sur des podcasts, tu t'insurgeais un peu que Draft Express parlait de pire et sortait un joueur, tu disais, mais il est fort ce joueur, c'est pas normal. Mais c'est pas contre le joueur, c'est juste qu'il y avait une telle bonne vision du prospect qu'ils disaient, mais son minimum, c'est un super joueur, quoi. Donc là oui, et puis après, en termes de profil, c'est pas trop pareil, mais... Oui, t'as raison, oui. Au niveau des surnoms, Basketball Influence, rien de très loufoque pour une fois, quoique il y en a quand même un qui est pas mal. Bon, on a CP3, on a Point God, tu connais évidemment, et on a The Skate Instructor. Est-ce que tu l'avais déjà entendu celui-là ? Non, c'est parce qu'il fait des crossovers et que ça met des joueurs sur le skate, c'est ça ? Sans doute, ouais, je suppose que ça doit être un truc comme ça, ouais, effectivement. Donc au niveau du parcours, 25 ans déjà au début de notre décennie, et en 2011, du coup, saison 2011, déjà 36 minutes par match, 16 points, 10 passes, etc. Voilà. Les playoffs, ça sort contre les Lakers au premier tour, malheureusement. À l'époque, c'était les Hornets encore. Donc voilà, début de décennie, il est déjà, lui, en plein dans son prime, donc pas de souci. Été 2011, enfin même non, hiver 2011, après le lockout, ou à peu près au moment, le trade aux Clippers, du coup. Et du coup, saison 2012, avec les Clippers, 20 points, 9 assists, etc., et playoffs. Ils battent Memphis, et ensuite, ils sont battus par San Antonio. Je crois que c'est un sweep, d'ailleurs. Je suis à peu près sûr. 2013, ils perdent contre Memphis au premier tour, cette fois, sur la revanche. 2014, est-ce qu'on en parle ? Le fameux match 5 à Oklahoma City, où les gens retiennent qu'il lui a perdu beaucoup de ballons, mais bon, quand même deux erreurs important, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ouais, après, est-ce que s'il n'y avait pas eu les 2 erreurs d'arbitrage assez scandaleuses, ça serait quand même passé, quoi, on va dire. Mais bref, on va pas revenir là-dessus. Donc élimination, alors que pour moi c'était une des plus belles, voire la plus belle équipe des Clippers 2014, malheureusement. Et donc ça s'arrête au deuxième tour contre Oklahoma City. 2015, là pour le coup ils font un peu l'upset puisqu'ils rencontrent les champions en titre au premier tour, San Antonio, dans une premier tour digne des finales de conférence, on en a déjà parlé, et c'est en plus moment marquant pour lui puisque c'est lui qui met le tir au buzzer, enfin pas au buzzer mais le game winner sur un flotteur au match 7. Et puis ensuite il est blessé contre Houston en partie, il revient mais il est pas très bon, et finalement les Clippers perdent contre Houston en demi-finale de conférence également. 2016, ça passe pas le premier tour, malheureusement, contre Portland à cause de blessures. 2017, ça passe pas non plus le premier tour contre Utah à cause de blessures, encore une fois, de Blake Griffin, et je crois que Chris Paul est là, mais bref, ils sont un peu short. Et puis donc, été 2017, échangé à Houston, donc nouvelle franchise pour Chris Paul, pour être un peu le pendant de James Harden. Et c'est la fameuse année magnifique, fabuleuse de Houston, qui commence pas aussi bon qu'ils finissent, mais qui finissent très très fort. Et ça perd contre Golden State en finale de conférence, avec la fameuse blessure de Chris Paul, justement, au match 5 à la cuisse. Il pourra pas finir la série, alors que Houston
mène 3-2, 3 buts à 2, j'allais dire. 3 matchs à 2. On peut. 2019, il est un peu vieux, un peu blessé. On se demande est-ce qu'il y a un début de déclin ou pas. Sa saison est quand même pas top, mais Houston est quand même très très fort. Et malheureusement, ça tombe contre Golden State encore une fois au deuxième tour des playoffs. Et puis ensuite, il y a le trade contre Russell Westbrook. Il faudra encore m'expliquer comment est-ce que c'est Houston qui a pu donner des assets pour avoir Westbrook. Mais bref, c'est un débat pour un autre jour. C'est un trade qui avait été poussé par le proprio et non pas par Daryl Morey. On a entendu l'histoire, on la connaît. Et mine de rien, pour Chris Paul, une dernière très très belle année à OKC. L'année de la bulle, l'année où, comme tu disais, on parlait avec Gallinari, c'est une équipe d'OKC, on s'attendait pas du tout à ce qu'ils fassent les playoffs. Et finalement, ils sont là, et notamment avec un grand Chris Paul. Et ça perd contre Houston au match 7 d'un premier tour. Mais bref, je sais pas trop comment te lancer, tellement c'est un monument de ce sport, et notamment de cette décennie, avec une longévité très grande, mais aussi à un très haut niveau, en fait. Ouais, disons qu'on va dire que Chris Paul n'a jamais eu de vacances, en vrai. Il a toujours fait les playoffs. Quelle que soit son équipe, tu files n'importe quelle équipe, t'as l'impression que tu peux aller faire les playoffs. C'est presque un peu le joueur plancher ultime, c'est-à-dire, tu l'as dans ton équipe, tu te rends compétitive. Avec cette espèce de... C'est un meneur total, en fait, c'est-à-dire dans le sens où il est l'attaque de l'équipe, il est le gestionnaire, il est le responsable, il est le contremaître ultime un peu. Et en vrai, dans son jeu, il n'a pas de faiblesse, en vrai. Il y a des endroits où il est peut-être pas aussi fort que ce qu'on voudrait, mais à aucun endroit il est juste... il y a aucun endroit où il est juste moyen ou en dessous, quoi. Et chaque élément de son jeu s'articule bien les uns aux autres, quoi. Et du coup, voilà, t'as cet effet total sur l'équipe de... Tu mets dans une équipe, t'as une équipe qui est très très fonctionnelle. Et d'ailleurs, presque chaque équipe, c'était presque une des meilleures versions de l'équipe dans laquelle il était. C'est-à-dire, tu prends les Clippers, tu prends Houston, ou tu prends les New Orleans du début de décennie. C'est lui, c'est quand Chris Paul est là que t'as un peu le moment où tu crois en une vraie capacité à aller loin, ou dans les cas tu crois au titre. Donc t'as vraiment ce joueur qui à lui seul te fait presque une équipe et te permet de gagner, et où t'as pas vraiment de moyen de le contrer. Mais donc voilà, alors ça serait tout un podcast, mais le pourquoi finalement Chris Paul à ce côté-là, c'est que je crois quand même que si son plancher est fabuleusement haut, et en toutes circonstances, ce qui est d'une valeur petite, tu parlais dans le podcast d'un joueur comme Carl Anthony qui a quand même une espèce de valeur plancher, qui est quand même ce genre de joueur qui peut apporter un certain plancher à une équipe. Oui, c'est Jérémy qui nous disait que Carmelo donnait un plancher. Moi, je lui répondais que le plancher était quand même sacrément bas, quoi. Il était bas, mais je rejoins assez sur le fait que c'est quand même un joueur qui apporte un plancher quand même. Oui, quoi. mais tu veux dire que Chris Paul, c'est un plancher beaucoup plus haut, c'est ça que tu veux dire? Comparé à Carl Anthony, même comparé à un paquet de joueurs, quoi. Je veux dire, et puis ouais, et puis très 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 constant. Il y a presque indépendant du contexte, en fait. Aussi un peu parce que son style sa façon de jouer, c'est d'être le meneur omnipotent. Après, là où on va discuter, c'est plutôt sur le plafond qui est bas. Alors, son plafond reste très très haut. Hein. Tu veux dire bas par rapport aux autres superstars NBA, en fait? C'est la question. En fait, j'avais noté exactement la même chose sur ma fiche. Effectivement, pour moi, c'est l'élévateur ultime de plancher, donc de niveau minimum. Tu l'as bien développé, donc pas besoin de le refaire. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu plus poussif sur le plafond. Et tu parlais d'Anthony Davis, c'est un peu l'exemple opposé. Anthony Davis n'est pas capable de faire une équipe moyenne, une bonne équipe. Mais par contre, tu le mets dans une bonne équipe, il en fait une équipe d'élite, de par sa polyvalence, de par la défense, etc. Et Chris Paul, c'est un peu l'inverse, pour le coup. Et c'est vrai que tu vois, la question, c'est aussi, certes, il va être très haut dans le classement, ça on s'en fiche, mais longévité de très haut niveau, certes, mais finalement, presque 10 ans dans le top 10, top 15, mais sans jamais avoir un pic top 3 ou top 5, quoi, finalement, pour moi. C'est un peu le... Je sais pas si t'es d'accord avec ça, d'ailleurs. Je suis assez d'accord, même si je pense que quand même sur quasiment chaque année, ok, il y a aucune fois où il est top 3, mais je pense qu'il y a presque aucune fois où en vrai il est en dessous du top 6 en vrai, tu vois. Ah ouais, carrément, d'accord. Okay. Peut-être, en vrai, il faudrait que je reprenne la liste des joueurs à chaque fois, tout ça, mais comme ça, globalement, j'ai un peu cette impression qu'il descend quasiment jamais en dessous du top 6, top 7, ce qui, sur 10 ans, et on enlève ses premières années, enfin, je veux dire, tu lui enlèves
5 ans de quand même de très belles factures de sa part, quoi. Enfin, de superbes factures de sa part. Donc c'est 10 ans à un niveau que beaucoup n'ont pas, quoi, en vrai. Ouais. Le truc pour lequel je le mets pas non plus top 3, top 5 pour moi, jamais à aucun moment de la décennie, en refaisant un peu saison par saison, c'est que, en fait, quid de Chris Paul, le go-to guy? Et pour moi, ça, on l'a jamais vraiment eu. En tout cas, évidemment, pas dans l'absolu, mais go-to guy comparé aux autres et comparé au pic des autres superstars NBA. Pour moi, il a jamais eu ça, ce côté, en fait, créateur, porteur de balle et créateur implacable. Et ça, il l'a jamais eu pour moi. Et c'est très marrant parce qu'on a un phénomène avec Chris Paul qui mériterait d'être développé dans un podcast à part entier, mais c'est le mec est ultra efficace, ultra propre. Et en fait, c'est un peu trompeur quand tu ne regardes que comme ça. C'est presque si tu disais, bon, mais en fait, le meilleur throw shooting de l'histoire, c'est d'André Jordan. Et qu'est-ce que t'as envie de répondre de suite? Bah oui, mais en même temps, il prend que des dunks. Et toute proportion gardée, c'est un peu la même chose, je trouve, avec Chris Paul, où ça fait partie de ses qualités, il ne force pas les choses, mais aussi, en fait, il a d'aussi bons chiffres d'efficacité, mais parce qu'il prend pas toujours les tirs qu'il faut, ou il y a des fois, il force pas le truc, là où d'autres, ils forcent le truc et ils y arrivent, quoi. Et lui, comme il a pas, notamment, on va en revenir aussi à la question de la taille, en fait. Assez simplement, la taille, la longueur de bras, ou voilà, la taille qui fait qu'il est beaucoup moins implacable que d'autres qui font 6-8. Lui, il est à 5-11 ou 6 ou 6-1, je sais plus, mais voilà. Il est à 1,85, je crois. Donc il a une taille de meneur petit, quoi. Et forcément, tu ne peux pas avoir cette même implacabilité qu'ont d'autres joueurs qui font 6-8, 6-9, ou des LeBron, ou des Kawhi, ou même des Butler. Voilà, je trouve qu'en termes de capacité à être un scoreur go-to guy implacable, il a jamais eu ça. Et ce qui fait qu'en fait, plutôt que de forcer et de faire mal, parce qu'il n'aurait pas les bons angles, parce qu'il n'aurait pas des layups de qualité, parce que il peut pas shooter sur n'importe qui, etc. Comme Kevin Durant, par exemple, aussi, que j'ai pas cité, mais du coup, lui, il prend pas le tir. Plutôt que de tenter la passe vers le corner opposé, qui pour lui est un peu plus compliqué parce qu'il est petit et qu'il n'a pas un tel volume, il n'a pas le même volume de passe que Luka Doncic, que LeBron James, que même un John Wall, hein, par exemple, sur le poste de meneur qui est bien plus grand et bien plus long. Plutôt que de tenter cette passe un peu risquée, Chris Paul, il va pas la tenter. Et du coup, il va faire un ou deux dribbles de plus, il va faire l'action simple. Et voilà. Et je caricature beaucoup, hein, évidemment. Mais pour moi, il y a toujours eu ce côté où, en fait, ce qui le sépare du top 3, ce qui pour moi l'a toujours séparé de l'ultra élite de chez élite, de go-to guy implacable, c'est ça, c'est ok, en fait, il a des super chiffres d'efficacité et de propreté au niveau des turnovers, mais en fait, c'est parce qu'il force pas les trucs, mais il faut prendre le truc à l'envers aussi en disant, en fait, il force pas parce que s'il forçait, il serait pas aussi bon que d'autres. Disons que si voudrait faire tu pourrais dire, fais comme James Harden. Il fait, ok, j'essaie, sauf que ça ferait perdre de balles parce que la skip pass, il peut pas la faire parce qu'il y a trop de monde, enfin, il y a trop de gens au travers là où Harden peut, avec les angles de passe, passer tout le monde. Tu pourrais aussi lui dire, va plus au panier et soit marque, soit prendre lancer franc, comme les Harden, comme les LeBron James, tout ça. Sauf que lui, il peut pas. Donc là, juste, il s'empalerait sur des gens. Alors, peut-être qu'il pourrait un peu plus chercher des fautes. Peut-être qu'il y aurait quand même des moyens un peu quand même. En vrai, il y a peut-être des moyens. Mais il a plutôt choisi l'option du tir à mi-distance qui maîtrise absolument. Et des fois, il prend un peu les choses en main à mi-distance. Où t'as des séquences comme ça où il dit c'est bon, je fais le score, machin. Sauf que son efficacité, c'est ce tir-là, et il fait très bien, mais ce tir-là, il a ce problème-là déjà de pas avoir les espèces de survaleur que peuvent avoir le 3 points ou le layup au panier, parce que entre le fait d'être proche du panier et le fait d'avoir les lancers francs, où tu as un effet multiplicateur, et en plus, t'as pas aussi le côté à 3 points ou au panier, t'as ce côté, comme c'est des extrêmes du terrain, ça oblige les défenses à vraiment parcourir de la distance et du coup à se craqueler, à créer des brèches que tu peux par derrière, sur la longueur du match, utiliser ta menace du drive, du tir à 3 points pour en fait créer d'autres tirs faciles pour autrui et du coup d'avoir un impact sur la défense adverse démultiplicateur. Ça, il avait pas Chris Paul, il avait pas ça, il pouvait pas faire ça un peu avec sa taille, mais aussi avec son choix de partir sur l'efficacité de se appuyer sur son tir à mi-distance et que du coup, finalement, les attaques de Chris Paul collectives n'ont jamais eu ces ruptures, ces capacités de rupture de la défense qu'avait Harden, LeBron James. Encore une fois, il n'y a pas ce côté implacable et transcendant, quoi.
Est-ce que tu as des souvenirs de matchs où tu dis, ah bah là, je me souviens que là, Chris Paul, il a pris les choses en main. Alors, avec des bons ou des mauvais résultats, mais. J'ai quand même quelques souvenirs comme ça. Moi, dans mon esprit, j'ai quelques souvenirs de prise en main, c'est où tu le vois faire, c'est je drive jusqu'au vraiment à la ligne des lancers francs, et là je fais mon petit fadeaway, machin, je shoot. Je vois ça faire ça. Mais pas assez, mais en termes Oui, pas bien assez sûr. souvent, quoi. Pas assez tout le temps, pas assez quand t'as envie. Je le vois, mais pas aussi souvent que tu le vois de la part de Harden, LeBron James, Durant. Non, mais c'est un peu le truc. Et l'autre côté, évidemment, je pense qu'on est tous d'accord. Encore une fois, ce côté efficacité très propre, ça a de la valeur, mais il faut aussi voir l'autre penchant de ça, c'est que, en fait, il est aussi efficace et aussi propre sur ses pertes de balles, aussi parce qu'en fait, il force pas les choses là où d'autres forcent les choses, mais c'est pas le bon mot forcer, parce qu'en fait, les autres, ils le forcent et ils y arrivent, voilà, prennent des risques. Et en fait, les autres y arrivent. Et lui, il a fait le choix de pas tenter parce qu'il pourrait pas le faire à foison, quoi. Autre stat, on est hors décennie, mais tu vois, par exemple, sur les playoffs 2022, je pense que tout le monde demande, les gens, ils te diraient qu'il n'a pas fait des bons playoffs, éliminé au deuxième tour contre Dallas, etc. Pourtant, tu regardes les chiffres, c'est la meilleure efficacité de tous les playoffs en termes d'efficacité au panier, sur les lay-ups. Et c'est ça, en fait, pas le paradoxe, mais le truc avec Chris Paul, c'est en fait, au panier, il a toujours eu des efficacités de fou, mais parce qu'en fait, il ne prend que les lay-ups de très très bonne qualité et une fois de temps en temps, quoi. Alors que Harden, LeBron, Doncic, hors décennie, mais bref, ce sont des moteurs offensifs qui font drive sur drive sur drive, qui vont jusqu'au panier, qui ont des lancers francs, etc., etc. Et lui, il a pas ça, quoi. Donc, si tu t'en tiens juste à l'efficacité, je pense que parfois ça peut être un piège. Si tu t'en tiens que aux pertes de balles ou au ratio assist-turnover, ça peut être un piège. Évidemment, on apporte des nuances parce qu'il va être dans le top 5 ou top 10, évidemment. Donc, on parle pas dans l'absolu, on parle en comparaison avec d'autres superstars. Mais tu vois, je trouve qu'il a jamais eu ce côté go-to guy top 5 ou go-to guy comme d'autres peuvent avoir. Et pour le coup, tu regardes encore une fois, chiffre d'efficacité, il n'y a rien à dire. On est sur des plus 7, plus 10, plus 11, plus 12%, plus 9% par rapport à la moyenne. C'est excellentissime. Surtout que tu regardes son usage, on est autour des 30%. Sauf que l'usage de 30%, c'est sur Cleaning the Glass. J'allais te dire, parce que sur Basketball France, j'ai un peu regardé son usage, et année après année sur la décennie, avec les classements de l'année, chaque année, et en fait, à chaque fois, il est vachement bas, en fait. C'est exactement ça, c'est que ce que j'allais dire, c'est que sur Cleaning the Glass, en fait, il calcule l'usage avec les assists. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'il a des usages de 30%. Donc tu pourrais dire, 30%, c'est usage de superstar. Alors que comme tu dis, quand tu regardes sur Basketball Référence, c'est un usage seulement de tir et de turnover, je crois. Et donc, oui, forcément, quand on enlève les passes, on se retrouve sur quelqu'un qui est autour des 20-25% d'usage. Je crois qu'il a une seule fois au-dessus de 25% d'usage sur Basketball Référence. Donc voilà, moi, le manque de go-to-guy, on le voit ici très concrètement, quoi. Et ce qui permet aussi de relativiser encore une fois l'efficacité, parce que c'est pas pareil de faire 111% de true shooting sur 25 ou sur 35%, quoi. Donc c'est un peu ça ma petite nuance. Et c'est là-dessus où, pour finir aussi, par rapport au playoff, oui, il y a beaucoup de critiques sur Chris Paul en playoff, et il y a beaucoup de ces critiques qui sont à mon avis infondées quand elles se basent sur le narratif et sur le côté storytelling et toutes ces conneries. Oh, il a un blocage mental et tout ça. Bon, ok, on s'en fout, on le met à la poubelle. Il a peur de gagner. Oui, voilà, ok. Donc tout ça, pour moi, c'est des mauvaises raisons. Par contre, c'est vrai que il pourrait y avoir peut-être une piste un peu pertinente ou plus sérieuse à exploiter, qui est que ce manque de réussite en playoff, c'est aussi du fait que, en fait, il ne fait pas partie de cette catégorie de Harden, LeBron, Durant, Curry, scoreur implacable, quoi. Il n'a pas cette capacité, autant que à forcer le destin, on va dire, forcer les choses efficacement, quoi. Non, c'est exactement ça. Et tu vois, je pense que je vais le mettre au-dessus de plein de gens dans le classement, mais je pense que je préfère le pic en carrière de Durant ou de Kawhi Leonard, de James Harden, ou voilà, ce genre de profil. Je pense que ça n'a peut-être pas duré, mais sur une saison. Mais tu vois, même Jimmy Butler, ses playoffs 2020 et son année 2020, peut-être j'exagère, mais sur les playoffs 2020, il montre que lui, il élève le niveau de l'équipe, il force la décision, et voilà, quoi. Chris Paul n'a jamais eu ça. Oui. Mais bon, bref. Du coup, classement, sauf si tu as d'autres choses à dire, à rajouter sur Chris Paul, mais si on se laisse parler, on pourrait faire 3 heures, je nous connais. Oui, non, globalement, il n'y a pas, comme dit, pas de faiblesse, il y a juste un plafond, quoi. C'est des mini bémols par rapport à la zone où il va être, en fait, hein, mais
On est d'accord qu'on dit pas que c'est un mauvais joueur dans l'absolu, vous l'aurez compris, bien sûr. Du coup, classement, chez moi, il va taper très haut. Où est-ce que toi, tu le situerais? Oui, moi aussi, moi comment dire, j'envisage très sérieusement, mais je suis pas encore tout à fait décidé sur vraiment le mettre là du deuxième derrière Durant. Se pose un peu la question, tu l'as un peu esquissé quoi, avec Butler, comment on analyse les choses. Après, il faut aussi penser que il y a 10 ans pur de Oui, Chris Paul oui, c'est ça. Ouais. à ce niveau de, comme je disais top 6, top 7 chaque année, quoi, tu vois. Mais Butler, je disais que je préfère son pic sur une Oui, année, on voilà. va dire, et que, en tout cas, je me pose la question de le run de 2020, c'était incroyablement impressionnant, et Chris Paul n'a jamais eu ça, mais pour moi, il n'y a pas photo avec Butler. Ouais. Du coup, oui, là pour l'instant, je le mets deuxième. Après, effectivement, on attend un peu on a pas arrêté de parler d'Arden dans ce truc-là. Bon, le LeBron James, on n'en parle même pas, mais Tu t'avances là. c'est avec là il sera peut-être le plus mauvais des espèces de super élites en fait, tu vois. Oui, sachant que même le plus mauvais des super élites pourrait être 5e, 6e à la fin du top 100. Oui, c'est ça, oui. Mais Mais je pense, tu vois, bon, j'y suis pas, mais tu parlais de Kawhi Leonard, des choses comme ça. Là, je pense que peut y avoir discussion un peu, oui, tu vois. oui. Mais Jimmy Butler, pour moi, il n'y a peut-être pas assez pour que je le mette au-dessus. Je pense que tu es d'accord devant Butler, mais peut-être pas au point d'aller chercher Durant. On est d'accord? Ah, c'est sûr. Enfin, pour moi, il y a quand même un mur entre les deux, un petit Ouais. mur entre les deux. On est d'accord. Donc, on va le mettre là. Hop. Ok, Chris Paul. Et donc, pour finir, un petit quiz. C'est un qui est dans l'effectif, encore une fois. Bon, là, je suis un peu vache parce que je suis allé prendre une équipe de début de décennie. Et c'est les Hornets. Les Hornets, et non pas les Pelicans, et non pas les Bobcats. Les Hornets de 2011 de Chris Paul qui font les playoffs. L'effectif est assez marrant. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Il y a pas mal de noms très connus. Donc je t'attends. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs qui sont dans l'effectif des Hornets 2011? C'est le poste Hornets justement de Chris Paul avec mais qui était un peu la charnière David West. C'est la dernière année avec ça, justement. C'est la dernière année de ce cycle-là, justement. Donc, Chris Paul y est et David West, il y est. Donc David, alors je vais tenter Stojakovic. Oui, il y est. Je crois qu'il y a du Jannero Pargo. Pas cette année-là. Non, Tyson Chandler, je sais pas si tu l'as compté. Non. Il est à Dallas en 2011. Il est à Dallas. Ouais. Ok. J'avais dit dans le J.R. Smith était déjà parti. Oui. Iverson aussi. Iverson n'était pas encore là, je pense. Le pivot, c'est pas Chandler, c'est un autre. C'est quelqu'un qui a été rookie de l'année d'ailleurs. Draft 2004. Ah, Emeka Okafor. Okafor, effectivement. C'est l'échange avec Charlotte et Tyson Chandler, justement. Oui, tout à fait. Ensuite, l'ailier, c'est un ailier 3&D. Il n'y a pas Trevor Ariza? Ariza, justement, celui que j'allais faire deviner. en tête, ouais. On a un joueur, alors je sais pas si à toi j'ai déjà fait deviner ou pas, un poste 4, un peu darling d'analytics à l'époque Houston, qu'il a été avant aux Pelicans, ensuite il a un Golden State. C'est pas Carl Landry? C'est Carl Landry, effectivement, qui ensuite ira à un Golden State en 2013, avec un coéquipier qui d'ailleurs était avec lui en 2011. Le duo en sortie de banc des Warriors 2013, c'était Carl Landry et le meneur... Jared Jack, effectivement. On a un shooter également, européen, italien même. Bellinelli. On a un coach NBA actuel, encore une fois. Et d'ailleurs, c'est le coach des Pelicans. Précisément. Ouais, non, je l'ai pas. C'est Willie Green. Ah, Willie Green. Ah, j'aurais pas dit qu'il avait joué... Pour moi, il a joué qu'à Philadelphie dans la tête, mais c'est pas vrai du tout. Qui, 10 ans plus tard, donc, a été nommé coach des désormais Pelicans. Après, on avait un arrière-scoreur que moi, j'aimais pas du tout parce qu'il était venu prendre des minutes et des points à Tyreke Evans à Sacramento. Ouais. Marcus Thornton. Exactement, Marcus Thornton. On avait un meneur, alors que tu connais bien, draft 2008, très athlétique, drafté très haut, mais qui n'a rien donné finalement. Ah, Russell Westbrook. Pardon, c'était gratuit. Non, t'entends, 2008, c'est la draft de Durant, Horford, tout ça. Non, c'est 2007, ça. Non, 2008, c'était le rival de Derrick Rose. Non, donc c'est Derrick Rose. Westbrook. Non, Jared Bayless. Exactement, Jared Bayless. On a le premier chouchou de l'écho des parquets. Quincy Ponnexter. Ah, je m'en veux de pas l'avoir dit. Quincy Ponnexter est dans cet effectif. Enfin, de l'écho des parquets, de moi en tout cas, je voulais imposer.
On a un shooter européen. Encore une fois, je crois qu'il était à Cleveland. Il a fait une finale avec Cleveland. C'est pas Pavlovich ou quelque chose comme ça. Exactement. Sacha Pavlovich. Et puis après, bon, je crois que je vais t'épargner les autres. Jason Smith était là. Oui, bah. Aaron Gray était là. Et David Anderson était là. Il y avait DJ Menga. Et puis je suis déçu parce que la dernière fois, tu m'avais cité Allen Iverson. Je suis déçu que tu m'aies pas cité Patrick Ewing. Ah bah écoute, j'aurais pas pu te le sortir, je t'avoue, parce que ça, j'avais pas eu tout à l'esprit qu'il avait fait c'est pas ça. Eh ben, c'était pas le vrai Patrick Ewing. C'était son fils. Ah oui, mais le fiston, oui. Patrick Ewing Jr. était dans cet effectif.